Connaissance, recherche, sciences, dessin mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Peter Schumann et au Bread and Puppet, qui s'est fondé en 1963 à New York. Peter Schumann, c'est d'une certaine manière un missionnaire. Il a la foi du charbonnier. Alors je lui donne la parole tout de suite pour que vous puissiez comprendre quel homme est Peter Schumann et pour entrer dans la compréhension de son théâtre. Car un théâtre, c'est toujours un projet, une prophétie ou une vision de ce que l'on veut faire. Voilà ce qu'il écrit. Les masques sont choses plus anciennes que les acteurs. Les visages de bois et de pierre ont précédé les mimes. Ce sont certainement les danseurs masqués et les effigies qu'ils portaient qui sont à l'origine du théâtre. Je pense qu'on peut dire que sont en voie de disparition des théâtres qui nous sont des plus familiers dans le monde occidental. Punch, Casper, le guignol allemand, Guignol, Petrouchka, Pulcinello. Il se trouve qu'ils existent toujours quelque part, quoique parfois réanimés de façon artificielle. Mais les conditions sociales qui les caractérisent, qui les caractérisaient, n'existent plus du tout aujourd'hui. Je ne veux pas me lamenter là-dessus, mais je pose la question. Comment ramène-t-on les dieux à la vie? Le fait est qu'ils sont morts, et personne ne se préoccupe de les ramener à la vie. Notre vie, la vie que nous menons, les enterre. Cependant, et c'est là où la foi du charbonnier apparaît, cependant, j'ai toujours eu l'impression que les marionnettistes et les gens du cirque étaient plus proches de Dieu et de l'humanité. Ils ne s'occupent pas de ce qui est toc. Leurs dons, ils les portent dans les mains. Ils font rire. Ils ne se bornent pas à nous indiquer quelques petites choses et pas beaucoup plus. Mais je pense que Dieu aime cette attitude plus que les ambitions humaines qui sont d'habitude assez emberlificotées. Plus que les moyens compliqués des compositions à vous fendre l'âme, ou que l'intelligence qui vide les choses de leur substance et qui concentre tout. Et là, un cri du cœur de ces années-là, nous sommes en 63, nous avons trop longtemps négligé la vraie texture de la vie. Et le train tout entier est sur les mauvais rails, si bien qu'il nous faut en sortir et nous mettre à marcher. Il faut expliquer le monde encore une fois. Les hommes et les femmes sont coincés dans le développement à sens unique de notre siècle. Et ces propos de 63 sonnent justes aujourd'hui. La violence des changements et des vitesses nous a dépouillés des vieux talents humains. Notre assurance nous a quittés. Et la grande précipitation avec laquelle nous inventons tout un tas de trucs que même nos célèbres estomacs de carnivores ne peuvent digérer. L'importance des contes et des marionnettes est peu de choses face à la faim et à la mutilation. Mais cette petite importance a son importance. Le plan d'ensemble de toutes les petites importances mises bout à bout porte un nom. Libération, lumière, bonne vie. Nous construirons un cirque, et avec ce cirque, nous voyagerons à travers les petites et les grandes villes, et dans ce cirque, nous décrirons le monde entier. Voilà donc un homme qui, ayant peu de choses entre les mains, si ce n'est ses dons de sculpteur, il est à l'origine sculpteur, mais c'est un artiste très polyvalent, il est violoniste,
il est danseur. Il a d'ailleurs fondé, on ne le sait pas assez, en Allemagne, à côté de Munich, il a fondé une compagnie de nouvelle danse. C'est sa première activité, il a dansé. Mais la danse, pour lui, ne devait pas se défaire du charivari qui est dans le monde. Ça ne devait pas être une langue à part, ça devait rejoindre le monde. Et ça a toujours été le souci de Peter Schumann, de ne jamais s'éloigner du charivari du monde, des angoisses du monde, de la vie des gens. D'ailleurs, il avait fondé un théâtre, lorsqu'il a travaillé avec le Living Theatre, il avait appelé son premier théâtre People Puppet Theatre, le théâtre du peuple, le théâtre des gens. Et c'est après qu'il l'appelait le Bread and Puppet Theatre, puisque le pain est aussi important pour les hommes que le théâtre. Voilà, ce sont deux besoins. Il y a le besoin de pain, et l'homme ne vit pas que de pain, et il y a le besoin de paraboles, de fables, de contes, de poésie. Il a fondé ce Bread and Puppet Theatre en 1963 avec deux autres artistes, Bruno Eckart et Bob Ernsthal. Pour travailler, il refond des appartements. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de subvention. D'ailleurs, il ne demandera jamais de subvention. Il ne rentrera pas dans le système du théâtre public, et qui n'existe pratiquement pas aux États-Unis, mais il va fonctionner tout à fait autrement. Il va fonctionner en vendant des marionnettes, en vendant des masques, en vendant un journal sous forme de bande dessinée. Il va en vendant des spectacles, bien sûr, et en tournant. Mais quand le succès est venu, ce n'a pas été le cas pendant les premières années. Il s'en sort aussi en étant enseignant dans une école de marionnettes. Enfin, il fait une école de marionnettes dans une faculté, dans une université, et il l'appelle le Putney School Puppet Theatre, puisqu'il travaille dans cette université. Ensuite, il va parcourir toute la Nouvelle-Angleterre, tout seul, pour présenter ses spectacles. Il n'a pas de moyens, donc tout seul, il parcourt la Nouvelle-Angleterre, et c'est comme ça que Bob Ernsthal le rencontre, voyant que c'est un peu comme Jésus, si vous voulez, il prêche, et puis les apôtres arrivent. Et là, ses amis sont arrivés en reconnaissant son travail un peu de fou, d'illuminé, travaillant tout seul. On l'appelait d'ailleurs le beatnik allemand, puisqu'il arrive d'Allemagne. Hein. Le beatnik allemand, c'est-à-dire on le prenait pour un hippie, quelque chose comme ça. Mais il y avait de ça au départ dans la situation de Peter Schumann. Et il s'installe ensuite à New York, au 148 de Lancey Street, c'est-à-dire dans la rue principale du Lower East Side de New York, qui est, semble-t-il, je ne connais pas, le quartier le plus pauvre, ou était, enfin je crois, toujours le quartier le plus pauvre de New York. Donc il choisit un endroit où sont les pauvres, et il va se mettre du côté des plus pauvres, des plus démunis, que sont les enfants. Il va ouvrir un atelier ouvert aux enfants, et il fera des marionnettes et des masques avec les enfants, les faisant participer à la fois à la cuisson du pain et à la cuisson des marionnettes, puisque les marionnettes sont en papier mâché, et elles doivent passer elles aussi au four. Donc si vous rentriez dans l'atelier de Peter Schumann, à Delancey Street, vous auriez à la fois l'odeur du pain et l'odeur des marionnettes qui cuisent. Voilà. Donc il part tout de suite sur le terrain avec les plus jeunes et les plus démunis. Il va créer plusieurs types de marionnettes, et il n'est pas spécialisé dans un type de marionnette, toutes l'intéressent. Petite marionnette à fil, à gaine, marionnette à tige ou à tringle, marionnette haute de plusieurs mètres, dans la tradition des géants de Flandre, très très haute, de 2 à 3, 4 mètres, il y en a même qui iront jusqu'à 6 mètres, des pantins de toute taille, des grosses têtes incorporées qui s'appuient sur un corps humain, comme les têtes de carnaval. Enfin, toutes les formes, vous voyez, l'intéressent, toutes les formes de marionnettes l'intéressent, et visiblement, il pense que c'est un genre en perdition, d'autant plus qu'il assiste à des festivals de marionnettes, et il est effondré par le niveau de la marionnette aux États-Unis à cette époque-là, qui est mangé par l'esprit Walt Disney. C'est-à-dire des marionnettes qui sont en latex, très colorées, très, très proches des dessins animés de Walt Disney. Et donc, lui, c'est évidemment l'inverse qu'il va faire, une marionnette tout en retrait, tout en silence. On va en voir des images bientôt, mais on vous les montrera. Et puis, toutes ces formes multiples, toutes ces techniques de fabrication l'intéressent, d'autant plus si elles sont rudimentaires. Il se méfie de la trop grande technique. Il voit bien que les États-Unis sont happés par la technique, et au contraire, presque, c'est un style de vie que d'aller vers la marionnette pour échapper à la forme
du dessin animé, à la forme du travail trop technicien. D'ailleurs, il est effondré par la situation des théâtres riches, et lorsqu'il voit une grande institution théâtrale, il dit « Moi, je ferai un spectacle uniquement avec des éclairages. Ils ont tellement d'éclairages, ça me suffit pour faire un spectacle. Ensuite, je prendrai leurs effets son, voilà, et là, je ferai un deuxième spectacle uniquement avec les sons. Je ne mettrai pas les deux, quoi. Ensuite, je prendrai les accessoires, tout ce qu'il y a d'accessoires dans leur magasin, et je ferai un troisième spectacle avec que les accessoires. Et ensuite, je prendrai ces gens qui ne servent à rien, c'est-à-dire ceux qui indiquent aux spectateurs où est leur place, les ouvreurs et les ouvreuses, et puis je les ferai travailler sur scène. Et je ferai un quatrième spectacle. L'air de dire on est trop riche, et abus de biens n'est pas vraie richesse. Alors, avec les enfants, le premier travail avec les enfants, c'est d'essayer de les faire parler de leur situation qu'ils connaissent trop bien, mais sous forme d'un conte. Non pas, il n'y a pas d'agit-prop chez lui, il n'y a pas de revendication politique directe. D'ailleurs, lorsqu'il y a un débat à la fin d'un meeting, puisqu'il participe beaucoup à des meetings pour la paix ou pour la lutte contre les loyers trop chers, il s'éclipse. Lui, il fait son spectacle, mais il ne participe pas au débat. Il laisse les débatteurs débattre. Eux ont fait leur action poétique, mais ils ne se mêlent pas du débat. C'est très important à savoir. Et donc, tout son art consiste à faire en sorte que les enfants, justement, apprennent à raconter des histoires en échappant aux clichés de la télévision, en inventant eux-mêmes leur histoire. L'important, c'est d'abord d'inventer l'histoire. Et il y a une technique qu'il va employer pour les enfants, mais aussi qu'il va employer dans la rue des villes. Ça s'appelle le cranky, c'est-à-dire en anglais le cranky, c'est R-A-N-K-Y, le cranky. C'est un théâtre à manivelle, c'est un théâtre avec deux rouleaux. Vous savez, il y a un rouleau qui se déploie, qui passe devant l'écran et qui est, c'est un cinéma si vous voulez, mais voilà, c'est ça, mais en papier peint, en dessin animé, en dessin, quoi. C'est une vieille tradition qu'un homme chante ou raconte une histoire devant des dessins. C'est très ancien dans l'histoire. Même au Moyen-Âge, ça existait, bien sûr. Et cette histoire, il la reprend simplement sous forme d'un petit théâtre à manivelle. Alors voilà ce qu'il leur fait inventer, c'est le film du rat, le rat movie. Le film du rat, parce qu'il y a énormément de rats dans les appartements du Lower East Side. Les enfants savent ce que c'est qu'un rat, et ils en souffrent, et voilà. Alors, comment parler de ça sans faire horreur, en trouvant une poésie, en intéressant les enfants et en intéressant le public. Voilà ces enjeux très clairs, très simples. Un homme trouve un rat égaré près d'une poubelle. Il le ramène chez lui donne à manger. Alors, il y a toujours cet acte de bonté. On ramène un rat, on lui donne à manger. Et le rat devient de plus en plus gros. Et donc, il menace d'attaquer le bébé. L'homme appelle la police, les pompiers, le service médical, personne ne veut se déranger. Alors, il dévale les escaliers où il fait noir, il trébuche et il se casse le pied en allant chercher des secours. Une ambulance arrive et il a beau dire qu'un enfant là-haut est en danger, personne ne le croit, on le traite de fou et on l'amène à l'hôpital. Le rat s'approche du bébé. Quand soudain arrive quoi ? Un ange qui tue le rat. L'homme revient avec une canne, découvre le rat baignant dans une flaque de sang avec un couteau dans le dos, et il écrit à la police, aux pompiers, au service d'hygiène pour les remercier. Voilà, donc toujours la pointe d'humour, toujours la situation sociale, dépassée par l'humour et dépassée par la fantaisie, dépassée par le désir de poésie qui est l'ange qui arrive et le conte. C'est très significatif de Peter Schumann. Il mêle toujours la tranche de vie ou la scène réaliste, les rats dans les appartements, à la parabole, au conte. Et c'est ce mélange. Vous voyez, on n'a pas vraiment une tranche de vie du tout. On a un vrai conte, un conte expressionniste, on pourrait dire, avec ce rat qui grossit, qui attaque l'enfant. Bon, une sorte de rat, une sorte de conte de terreur, en fait. Et tout d'un coup, la solution heureuse par le conte et la situation tout à fait trouvée. Voilà. Et donc les enfants se régalent. Et après, une fois qu'il a fait ce théâtre de manivelle, ce cranky, il va dans la rue et il le montre, dans les quartiers,
pour aider les locataires lorsqu'il y a des protestations contre les loyers trop chers, pour des loyers dans des maisons insalubres. Il se bat pour ce domaine-là. Il obtient plus ou moins gain de cause parce qu'il va devant les appartements des riches propriétaires qui ont ces taudis et il fait des manifestations à la porte de leurs propres appartements. Et donc ça a un effet réel. Voilà, je lui donne à nouveau la parole. Je crois que dans ce cours, c'est très important qu'on entende la parole de l'artiste. Moi, je ne suis que l'intermédiaire. Nous voulons que vous compreniez que le théâtre n'est pas encore une forme établie. Alors là, c'est ce que j'ai dit au premier cours. Le théâtre n'est pas encore et ne sera jamais une forme établie. Le théâtre n'existe pas, il est toujours en mouvement, il est toujours sous la forme sur laquelle il se présente. Il n'y a pas d'absolu en art. Le théâtre, dans l'absolu, n'existe pas. Il y a toujours des formes différentes de théâtre. Donc, nous voulons que vous compreniez que le théâtre n'est pas encore une forme établie, ne sera jamais une forme établie. Que ce n'est pas le lieu de commerce auquel vous pensez, l'endroit où l'on paye et où l'on reçoit quelque chose. Le théâtre est autre chose. Il tient davantage du pain. Il est un besoin. Le théâtre est une forme de religion. Il est la gaieté. Il prononce des sermons. Et il construit un rituel propre dans lequel les acteurs essaient d'élever leur vie à la pureté et à l'extase que contiennent les actions auxquelles ils participent. Donc il y a cette idée qu'on se montre soi-même dès qu'on joue ses œuvres morales, ses œuvres poétiques. Les marionnettes et les masques iront jouer dans les rues. Ils sont plus bruyants que la circulation des voitures. Alors ça, c'est une magnifique phrase. Ils sont plus bruyants que la circulation des voitures. Alors, bien sûr, ils sont accompagnés de fanfares, de grosses caisses, de chants, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ils ne couvrent pas le bruit des voitures. Ce qui veut dire, c'est que l'apparition des marionnettes est interruptrice de réalité et que tout d'un coup, plus personne n'entend les voitures parce que l'attention est focalisée sur ce qui se passe dans la rue. Dans la rue, en regardant les marionnettes. Ils ne présentent aucune thèse, les masques et les marionnettes, mais ils créent, ils dansent, ils se frappent sur la tête et ils révèlent la vie dans ses termes les plus clairs. Alors, il y a cette idée très essentielle chez Schumann, être clair, être à la portée du public le plus analphabète presque, ou d'enfant, être vraiment accessible à tous. Ça, c'est vraiment presque un mot d'ordre. Le théâtre de marionnettes tient du théâtre d'action plus que du théâtre de dialogue. En effet, il montre des actions, il y a très peu de dialogue. Souvent, c'est un texte avec un narrateur, ou alors il n'y a pas du tout de texte. Mais il n'y a pas, le dialogue a disparu avec Peter Schumann. Et l'action y est réduite aux gestes particularisés et chorégraphiques les plus simples. Simplicité du texte, simplicité du geste, concision et précision. Nos marionnettistes sont aussi des musiciens, des danseurs, des acteurs et des techniciens. Alors cet homme multiple dont je vous ai parlé, dont je vous ai dit les talents divers, eh bien, il demande à ses marionnettistes d'être comme lui, aussi bien prêts à faire de la musique qu'à parler, qu'à manipuler, qu'à rester muet derrière un masque sans jouer. Voilà, tout est demandé. Donc c'est une forme de théâtre où l'acteur n'est pas au premier plan. On y reviendra. Alors, par exemple, pour prendre possession de la rue, il a une formule, le Alléluia. Il commence par Alléluia, donc c'est assez net. Il commence par une sorte de prière, qui est un prologue à différentes manifestations. Il est joué en même temps dans plusieurs langues, en anglais, en français, en espagnol, en allemand, en même temps, et chanté différemment, de manière à intéresser la population diverse des États-Unis, de New York. Et voilà, devant des toiles peintes, il est sculpteur mais il est aussi peintre, devant des toiles peintes, voilà c'est le prologue, si vous voulez, à la manifestation. Regardez le monde, quand vous y semez des graines et quand vous l'arrosez, et quand vous laissez le soleil briller dessus, il poussera. Ça, c'est chanté. Les oiseaux s'en nourrissent, et les enfants du monde le mangent, et les grands-mères et les grands-pères chantent Alléluia. Mais quand vous mettez le feu au monde, évidemment, nous sommes durant la guerre du Vietnam, mais quand vous mettez le feu au monde et quand vous l'empoisonnez, le monde pleurera et les enfants mourront. Alors, cette obsession du malheur des mères et de la mort des innocents avec les enfants
qui passent au napalm, enfin qui sont tués par le feu ou par les bombes, cette angoisse-là, elle est très présente dans le théâtre de Schumann, qui est un non-violent, et qui va donc essayer de tout faire pour lutter contre la guerre de manière non violente. Donc vous voyez, il commence par un poème et il commence par une prière. Alors c'est très proche de la mentalité aussi des États-Unis, où la religion est très proche des gens. Il ne se présente pas comme un laïc, hein. Même si au niveau de sa foi, je ne suis pas sûr qu'il soit croyant, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, le discours, je ne sais pas, mais ce n'est pas évident. Mais en tout cas, le discours, il est tel, et c'est vrai aussi que les églises le reconnaissent comme quelqu'un qui est proche de la religion, puisque c'est souvent dans les sous-sols des églises qu'il va présenter ces spectacles qui ne sont pas de rue. On pourrait commencer à passer quelques photos peut-être du premier spectacle. Un homme dit au revoir à sa mère, ce qui fait que quand je parlerai même du spectacle, vous aurez déjà vu les photos, il n'y aura pas contamination de ce que je dis. Les photos n'illustrent pas, je n'ai pas assez de photos pour vous présenter tout le film, mais vous aurez déjà une idée. C'est donc de théâtre de rue, hein. Un homme dit au revoir à sa mère. Notre langage de tous les jours, dit-il, est ridicule et il ne raconte pas la vérité. C'est dans un spectacle de marionnettes qu'il faut trouver un langage qui parle vrai. Donc ça devient un leitmotiv. Comment dire la vérité au peuple, enfin, aux gens de la rue. Le peuple, c'est people, les gens. À peine un langage d'ailleurs, mais les actions d'où naîtra un jour le dialogue entre les humains. Donc on parle pour qu'ensuite les gens parlent entre eux, se mettent à parler. Justement, dans une époque où on ne parlait plus, alors évidemment les événements de 68 avaient montré que la parole pouvait renaître entre les gens à travers des événements. Là, c'est ça, c'est comment ressusciter la parole entre les gens. Quel est le but d'un spectacle de marionnettes? C'est de rendre le monde clair et simple. Je crois, de parler d'un langage simple que tout le monde peut comprendre, s'emparer de l'auditeur, en faire un adepte du nouveau monde, servir d'étincelle à sa prise de conscience. Pour brancher l'écoute, nous avons des tambours, des clairons, des crécelles et la respiration tranquille de 500 spectateurs. Nous nous sommes ralliés au complot des enfants contre la vie ennuyeuse des adultes. Le théâtre de marionnettes a qualité pour jouer dans les rues et pour raconter des histoires. Et il a le mérite de rendre les choses évidentes et énormes. Les marionnettistes ne sont pas des théoriciens. Ce sont des gens qui pratiquent, qui jouent avec les enfants et qui sont mis à l'épreuve par les enfants. Il leur faut parler avec des poupées et des animaux en utilisant juste les quelques mots nécessaires. Il leur faut apprendre à parler très lentement, à toucher les gens avec précaution, de façon à les émouvoir. Vous connaissez peut-être la phrase de Cocteau, « C'est avec douceur qu'on ferme les yeux des morts, c'est aussi avec douceur qu'on doit ouvrir les yeux des vivants. » Donc ce n'est pas du tout un théâtre agressif, ce n'est pas du tout un théâtre qui joue sur la violence, qui rajoute de la violence à la violence, c'est au contraire un théâtre de paix qui essaye de créer de l'émotion et que c'est par la larme que vous aurez à l'œil que vous verrez mieux, que ça lavera votre regard et vous verrez mieux. C'est contre le mélodrame en même temps, hein, totalement contre le mélodrame des films. Hein. S'il y a un homme qui est opposé au cinéma américain et qui fait de l'anti-cinéma, c'est bien Peter Schumann. Voilà. Alors, je vais, si vous voulez, vous parler maintenant d'un homme dit au revoir à sa mère, qui a été créé en 1967, et après je vous parlerai d'un spectacle de 1966. Mais j'ai préféré parler tout de suite d'un spectacle de rue. Le spectacle de 1966, Fire, a été écrit pour une pièce de chambre. Pour être enfermé, c'est rare. Hein. Donc j'ai préféré d'abord de vous montrer ce qui est le plus courant, enfin, le plus ouvert chez Peter Schumann. Un homme dit au revoir à sa mère. Alors pareil, il s'agit de le jouer dans le Lower East Side, puisque les soldats recruteurs, essaient d'enrôler, et la guerre de l'Irak a fait la même chose, essaient d'enrôler beaucoup de jeunes noirs qui n'ont pas de travail pour partir donc dans la guerre du Vietnam. Et les mères, d'une certaine manière, voyant leur enfant traîner dans la rue, n'ayant pas d'argent, n'ayant pas de débouchés, acceptent volontiers que leurs enfants partent. Et donc, ce que dit Peter Schumann dans ces quartiers-là, c'est attention à ce que vous faites, attention, l'enfant peut revenir sous forme d'un cercueil. Donc, d'une certaine manière, il met en garde sur la facilité qui a laissé partir ses enfants à la guerre du Vietnam.
mais il ne fait pas, vous allez voir, de discours, encore une fois, d'agitation et de propagande. Il raconte ce qui se passe, mais il raconte de manière très poétique. Alors, je voudrais rentrer dans le détail de ce spectacle, parce que c'est dans le détail qu'on voit tout le travail artistique de Peter Schumann. Le narrateur dit le texte, les autres ne parlent pas. Le narrateur, donc il y a le narrateur, l'homme qui va dire au revoir à sa mère, et la mère, à un moment donné, jouera une vietnamienne. C'est tout. C'est la même actrice. Donc ils sont 3 sur scène. Il y a 2 musiciens qui portent des masques de mort, et il y a un narrateur qui, à un moment donné, mettra un masque de mort. Alors voilà comment on dit le départ pour le Vietnam. L'homme part pour un pays lointain. C'est le narrateur. C'est un pays dangereux. L'homme a besoin d'un fusil. À ce moment-là, on voit la femme qui tend la musette à l'homme et la femme s'enlacent. C'est après avoir dit « l'homme part pour un pays lointain ». Le narrateur ensuite montre un fusil. C'est un fusil d'enfant. Et il le donne à l'homme, qui le met à son épaule. Donc vous avez un soldat dans la rue qui joue un guerrier, mais avec un fusil d'enfant. C'est un pays dangereux. L'homme a besoin d'un masque à gaz. Le narrateur montre le masque à gaz au public et le tend à l'homme qui le met autour de son cou. Là, c'est un véritable masque à gaz. Donc on ne sait plus déjà dans quel jeu on est. Est-ce que c'est la vraie guerre, la fausse guerre? Voilà. L'indécision est donnée puisque ce sont des accessoires hétérogènes. Le narrateur montre le masque à gaz au public, le tend à l'homme qui le met autour de son cou. C'est un pays très dangereux. L'homme a besoin d'un avion. Le narrateur donne un avion d'enfant à l'homme. Il l'a montré au public d'abord et il le tend à l'homme qui le met dans son sac. Pendant que l'homme marche, alors ça c'est très beau, on lui donne un avion pendant que l'homme marche. C'est-à-dire il y a tout d'un coup une ellipse, l'homme est déjà au Vietnam. On croit, nous, qu'on va nous raconter le voyage. Non, il est déjà au Vietnam. Pendant que l'homme marche, il est blessé au bras. Bruit de pas, coup de cymbale, cri de l'homme. L'homme marche, l'homme lève le bras en l'air, le narrateur lui bande le bras. Le narrateur, il reçoit une médaille. Le narrateur montre la médaille au public et va la mettre autour du cou du soldat. L'homme arrive à un village. Voici le village. À ce moment-là, le narrateur montre le masque de Vietnamienne, peint en blanc crayeux, en blanc craie. Et le masque de la mère était en noir-gris. La mère enlève son masque noir-gris et met le blanc crayeux. Elle le met à la place du masque gris. Les femmes font cuire la soupe. Donc tout d'un coup, on passe de la mère, les femmes au pluriel. Les femmes font cuire la soupe. Le narrateur tend la marmite à la femme, qui fait le geste de tourner la soupe. L'homme prend son avion et cherche l'ennemi. L'homme sort l'avion de sa musette et le fait tourner autour de lui, comme un enfant, en faisant avec la bouche le bruit du moteur de l'avion. Vous voyez, on est dans un jeu d'enfant. Le village a peur. La femme met son bras devant son masque pour indiquer qu'elle a peur. L'homme a peur. L'homme remet l'avion dans son sac et dit, c'est la seule fois qu'il dira, et il dit « j'ai peur ». Les gens vont dans les champs pour faire la récolte. Le narrateur tend à la femme quelques brins d'herbe. L'homme empoisonne la récolte. L'homme met son masque à gaz. Et le narrateur lui tend un morceau de tissu gris. L'homme laisse tomber le tissu gris sur les brins d'herbe que tient la femme dans sa main. Tout tombe au sol. Les gens ont peur. Ils se cachent dans leur maison. Le narrateur donne à la femme la feuille de papier découpée en forme de maison. L'homme brûle les maisons. L'homme allume l'allumette et va brûler la maison, mais le narrateur interrompt son geste. Les pompiers de la cité de New York interdisent de brûler les maisons. Alors l'homme les déchire en morceaux. L'homme déchire le bout de papier. Il y a un air de musique. Les enfants ont peur. Ils se cachent avec leur mère. Le narrateur tend une poupée à la femme qui commence à la bercer. L'homme prend son avion et cherche l'ennemi. L'homme sort l'avion de son sac et le fait tourner autour de lui, puis au-dessus de la femme, puis tout d'un coup, il s'immobilise au-dessus de l'enfant. Il bombarde les enfants.
Coup de cymbale. Les enfants meurent. L'homme arrête son geste au-dessus de l'enfant et de la femme. La femme pose lentement la poupée par terre, très très lentement. Tout ça se fait dans un geste très très lent, hein, parce que là j'ai l'impression d'aller très vite, hein, mais c'est un spectacle court de toute façon, mais ça se fait extrêmement lentement, de manière qu'on rentre dans un rituel. Rien n'est réaliste, tout est au ralenti. La femme prend des ciseaux et attaque l'homme. Battement de grosse caisse, de plus en plus rapide. La femme se baisse pour prendre les ciseaux, se redresse et lève le bras pour attaquer l'homme. À ce moment-là, le narrateur met la tête de mort, il prend le bras de la femme, il le conduit et elle frappe l'homme dans le dos, aidée par le geste du narrateur. Elle le poignarde. La femme fait tomber les ciseaux. L'homme lève les deux bras en l'air et l'homme meurt. Lent battement de tambour, l'homme tombe très 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 lentement au sol. Le narrateur enlève sa tête de mort. Et une lettre est envoyée à sa mère. La femme remet son masque gris foncé. Le narrateur lui donne un carton noir qu'elle ouvre au-dessus d'elle. Elle le montre au public, à bout de bras, de façon que le public puisse bien lire. Nous avons le regret de vous informer. Et son corps lui rapporté. Le narrateur lui donne un drap blanc. Et elle prend un drap blanc et la femme le couvre avec le drap. Immobilité pendant quelques instants, veillée funèbre. Voilà. Fin du spectacle. Donc c'est un spectacle qui doit durer 20 minutes, pas plus, un quart d'heure, 20 minutes, selon le tempo des positions, qui est très simple. Vous voyez comment il est construit. Il est construit sur une sorte de poème-image de très grande concision. Il n'y a aucun slogan, il n'y a aucune langue de bois. La marionnette n'est pas là pour communiquer, n'est pas là pour informer, mais au contraire, elle est là pour apporter du silence, du mystère. En fait, le guerrier a le visage nu, le fils, et la mère a un visage qui ne dit rien, qui marque une tristesse, une résignation. C'est des visages qui tiennent de la tristesse et de la résignation, et qui acceptent ce qui se passe. Voilà. Et simplement, dans cette pièce-là, il y a un acte de résistance qu'on n'aura pas dans la pièce dont je vais vous parler, qui est une année auparavant. Là, il y a une résistance, la mère quand même, la mère vietnamienne résiste et tue le soldat, ce qui est un acte qu'il a franchi, parce qu'avant, il n'aurait pas fait ça. Il était très non-violent. Là, tout d'un coup, il admet qu'en cas de guerre et d'agression, il y ait réponse identique. Alors, vous avez vu que le texte est le même, pays dangereux, pays très dangereux. Le village a peur, l'homme a peur, j'ai peur, les gens ont peur, les enfants ont peur. Les enfants meurent, l'homme meurt. Voilà. Tout est répété, et donc il y a comme un rituel de répétition. On rentre presque dans une chanson, ou dans une danse, par les refrains. Il a éliminé tous les mots qui auraient pu être inévitablement rapportés à cette situation. Vous n'entendez pas ni le mot guerre, ni le mot armée, ni le mot soldat, ni le mot recrutement, ni le mot officier, ni le mot encadrement, ni le mot devoir, ni le mot patrie. C'est finalement une simple histoire familiale entre une mère et son fils, une mère vietnamienne et ses enfants. Voilà. Alors, ce qu'il y a de beau dans ce théâtre-là, c'est que les mots sont accrochés à des visages silencieux. Les mots sont accrochés sur du silence. Les mots sont accrochés sur du mystère. Donc les mots sont très simples, mais ils deviennent très mystérieux, parce qu'ils sont accrochés sur un masque qui n'exprime rien, qui ne donne pas de sens, qui reçoit le sens, mais qui le double de son mystère. Voilà. Alors, Peter Schumann raconte tout avec presque rien. Comme le dit Bernard Dort, il a tout à fait raison de le dire, chaque mot, chaque geste, chaque son est théâtre. Voilà, on arrive à une telle concision qui nous évoque un peu le théâtre du No, enfin, qui est beaucoup plus raffiné, bien sûr, mais beaucoup plus étrange, mais on a quelque chose de ce théâtre très lent, peu de texte, et une très grande économie, une retenue, qui fait que la violence qui existe dans ce spectacle, elle est retenue, elle est toujours retenue. Il n'y a aucun déploiement spectaculaire, aucun déchaînement, comme on peut le voir dans les terribles films américains comme Apocalypse Now, etc., sur la guerre du Vietnam. C'est un déchaînement de violence, on rajoute de la violence à la violence, et on fait du spectacle, du show sur la violence, alors que lui, évidemment,
il enlève toute imagerie de violence pour nous laisser dans l'émotion pure de la violence intériorisée. Ce qui est très fort aussi, c'est que le masque de la Vietnamienne raconte tout le village. Voilà. La femme a changé de statut, elle est toute seule, la mère seule, abandonnée en quelque sorte, que Peter Schumann aide, la mère de New York, et tout d'un coup c'est le village, les villageois, les villageoises, en fait, les femmes. On s'aperçoit d'ailleurs que est-ce que c'est pour ça aussi qu'il y a du pain? Il avait appris la recette du pain de sa mère, et souvent dans ce spectacle-là, ce sont les femmes, les mères, qui subissent la violence des hommes. Et c'est le thème de Mater Dolorosa. Très souvent, ça se termine par une femme en deuil qui a subi la violence des hommes et qui perd son enfant à cause de cette violence-là, imprimée par les hommes. Et l'aspect religieux vient, en fait, d'une certaine manière, que la même actrice joue à la fois l'américaine et la vietnamienne. Tout se tient. Voilà. On n'est pas coupé. Voilà. Pour moi, dit Peter Schumann, un poète n'est pas seulement quelqu'un qui écrit des poèmes, c'est quelqu'un qui sort pour aller les lire aux gens, ou bien qui les imprime et va les distribuer. Peter Schumann distribue ses poèmes aux voisins, ses voisins, près desquels il habite, et il partage leur vie quotidienne. Donc ce n'est pas du chiquet. Une œuvre d'art qui n'est pas prise en charge par une communauté, cela ne m'intéresse pas. Il ne leur redit pas ce qu'ils connaissent, en fait. Il leur montre l'étrangeté d'une guerre, il leur montre l'étrangeté d'une mère qui laisse son enfant partir pour tuer d'autres enfants. Il leur montre, encore une fois, pour ouvrir leurs yeux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la phrase de Cocteau, et il aime bien cette force simple des fables des rues. Voilà, la force simple des fables des rues. C'est exactement ça que nous avons avec le... Je vois que le temps passe, alors je ne vais pas trop déborder comme la fois dernière. Et je voudrais passer tout de suite au deuxième spectacle, Fire, qui donc est un spectacle de 1966 et qui, lui, est une pièce de chambre. Alors pourquoi est-il allé dans une pièce de chambre? Une pièce, donc, dans une pièce d'ailleurs où on ne pouvait accueillir que 50 spectateurs, puisque c'était dans l'atelier de Delancey Street. 1965, Bob Ernsthal dit « Nous sentions que cette guerre au Vietnam demandait quelque chose de plus intérieur, que ces grosses histoires que nous avions faites jusqu'alors, toutes ces crucifixions, car le Christ, l'image du Christ a été promenée dans les rues de New York, le Christ étant le Vietnamien, celui qu'on crucifie. Voilà, il y avait une association entre le Christ et le Vietnamien, alors que le cardinal Spellman, à la même époque, allait à Saigon et souhaitait la victoire des États-Unis au Vietnam et souhaitait que Dieu soit avec les Américains pour gagner. Nous en avions assez de taper sur les tambours, assez de souffler dans les trompettes, de faire tout ce bruit nous agiter. Et donc tout d'un coup, il cherche une forme plus intérieure, en quelque sorte. Ce que nous voulions, c'était pénétrer le corps des autres complètement, faire sentir ce que les Vietnamiens endurent, et renvoyer ainsi les spectateurs à leur responsabilité. Alors on va montrer quelques photos de Faille, qui est une pièce entièrement masquée, et vous verrez là la beauté des masques extraordinaires de Peter Schumann, qu'il est fait sur glaise, dans la glaise, et qu'il est fait souvent avec du papier craft, ensuite peint en blanc ou peint en crayeux. Ou fait avec une vase grise aussi. Il mélange l'argile et la vase grise, et la forme devient grise. Donc, ce qui est important, c'est qu'il va faire disparaître les costumes, il va faire disparaître les corps sous des costumes noirs. On ne voit que les mains, mais les mains sont soit gantées de blanc, donc on ne voit pas les mains elles-mêmes, soit gantées de blanc, soit les mains sont elles-mêmes masquées de mains masquées, enfin de forme de mains étranges, qui ressemblent un peu à des griffes. Et puis, comme premier accessoire, seul accessoire pratiquement, nous avions pris une table, dit-il, et donc notre action a été s'asseoir autour de la table, manger, danser autour de la table,
Les autres scènes se sont enchaînées d'elles-mêmes. Et on a trouvé l'arrivée du prisonnier, sa mort, l'attaque aérienne, la destruction du village par le feu, le suicide de la Vietnamienne. Voilà, des actions très simples. Encore une fois, pas de dialogue, pas de texte du tout, le silence. Pourquoi le silence? Parce qu'en novembre 1965, deux Américains s'étaient suicidés par le feu pour protester contre la guerre du Vietnam. Et en novembre 1965, devant les Nations Unies, ils avaient fait une veillée funèbre. Et ces masques avaient été choisis pour la veillée funèbre. Et donc, les masques ne sont pas faits nécessairement pour tel spectacle. Ils sont repris après dans tel ou tel spectacle. Et Peter Schumann avait été très frappé par le côté très profond de cette veillée funèbre. Et cela lui a donné l'idée de créer une sorte de veillée funèbre. Ce serait un spectacle, on serait au contact de ces morts vivants, parce que ces masques nous donnent l'idée qu'on vit, il y a une part de vie dans ces masques, et en même temps il y a une part de mort. Et on ne sait plus très bien si on n'est pas chez les morts vivants, si les Vietnamiens qu'on voit ne sont pas déjà des Vietnamiens morts, qu'on a déjà massacrés à cause de la guerre, et qui continuent aux enfers à vivre leur vie comme un village, ou bien si c'est un véritable village. Là, ça devient extrêmement ambigu dans la lecture, et c'est ça qui crée la poésie. C'est cette ambiguïté qui crée la poésie. Voilà donc comment est née cette veillée funèbre de Fire. Ce qui a frappé un critique de l'époque, George Denison, il dit « C'est une des plus belles pièces que j'ai vues. Cette pièce avait la valeur d'une prière. » Vous voyez, donc on retrouve ce thème-là, alors qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'appel à Dieu, il n'y a pas de transcendance. Pourtant, on le sent. Pourquoi? Parce qu'on sent que la valeur, il y a une grande valeur dans la vie. La vie est d'une sorte de fragilité extrême, et on ne comprend pas ce gâchis de vie, alors que la vie est si fragile et si merveilleuse. Et il y a une crainte aussi, le destin arrive très vite, il suffit de lâcher une bombe et voilà, il n'y a plus rien. Et donc, chacun a sa place d'homme dans un monde qui est si peu humain. Pourquoi les hommes n'ont pas leur place d'homme dans un monde qui est si peu humain? C'est ça que dit le spectacle. Et pourquoi gâche-t-on tant de vie? Nous avons tous dépassé les limites. Et là, les Américains à New York culpabilisent et se rendent compte qu'on fait une guerre qui, effectivement, avec du recul, nous paraît totalement terrible. Elle l'était déjà, mais enfin, on se dit, mais pourquoi? Enfin, de même que pour nous, cette impression, quand on fait l'Europe aujourd'hui, pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de massacres? Voilà, ce n'est pas une pièce de protestation, ce n'est pas une pièce de propagande, c'est une réponse en écho aux horreurs du Vietnam. C'est un office pour les morts. Cela ressemble à une sorte de rêve éveillé. Alors, je vais vous raconter le spectacle. Au départ, il y a toujours la... Moi, je l'avais vu au théâtre de l'Épée de Bois, dans le 5e arrondissement, et on distribuait du pain. C'était la baguette de pain du boulanger du coin. On distribuait du pain, ce n'était pas le pain qu'il faisait lui-même. Et cette distribution de pain est décisive pour rappeler aux spectateurs qu'ils font partie d'une communauté, la communauté de ceux qui partagent le même pain, d'une certaine manière, qui vont chez le même boulanger. Et ce cérémonial du pain sera repris dans le spectacle lui-même. Alors, quand le petit rideau rouge, qui est éclairé par 2 projecteurs recouverts de papier craft, s'ouvre, vous avez, alors là, je tiens toute ma connaissance, je le dis bien, à François Skurilski, qui a fait un magnifique livre. Je ne sais pas s'il est toujours, s'il est périmé, enfin, je veux dire, s'il est édité encore, si on peut l'avoir. En tout cas, trouvez-le en bibliothèque si vous vous intéressez au Bren and Puppet. C'est un peu notre Bible à nous, sur le Bren and Puppet. François Skurilski, ça s'appelle le Bren and Puppet. Il y a 2 rangées de figures masquées, vous avez vu, habillées d'une robe noire. Les masques sont donc les visages des Vietnamiens blancs cendrés, Vietnamiens, Vietnamiennes. Françoise dit vietnamienne, mais on ne sait pas. Enfin, il y a un petit détail, c'est qu'elles ont en effet un petit, au cou, je crois, ou au poignet, un petit bracelet de couleur qu'ont les femmes. Donc il y a quand même un petit détail qui dit que ce sont des femmes, c'est vrai. Mais on ne les voit pas trop. Donc je sais pas si... Les figures murmurent, il y a un coup de cloche, il y a un écriteau sur lequel on voit lundi, et ça va être la semaine. C'est presque comme la semaine sainte, la semaine. Et on voit la semaine, lundi. Les figures murmurent, marmonnent, ce n'est pas tout à fait de la parole. Est-ce que c'est de la prière? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont en train de prier? À ce moment-là, ne bougent que les mains. Et ils parlent entre eux, mais ils ne se regardent pas. Et les mains bougent comme s'ils affirmaient une parole. Ils célébraient quelque chose, et puis tout d'un coup, ça c'est très long, ça paraît très long, ça joue sur la lenteur, tout d'un coup, coup de cloche,
immobilité, le rideau rouge se ferme. Ensuite, la cloche sonne, le rideau est tiré et on voit l'écriteau mardi. Là, une figure en robe assez maladroite, assez tendre, apporte du pain, apporte un gobelet aux lèvres des autres. Alors les autres, ce sont à peu près 20 mannequins, enfin, il y a 20 masques. Parmi ces 20 masques, il y a 5 acteurs qui sont masqués et il y a à peu près 6 mannequins. Et le reste sont des masques accrochés à des rideaux noirs. Donc vous avez à peu près une vingtaine de masques, 6 mannequins, 5 acteurs, et le reste est sur le mur. La femme apporte du pain, importe un gobelet aux lèvres, les têtes se redressent pour recevoir la nourriture, les mains bougent, elles se donnent le pain, elles se regardent légèrement. Donc vous voyez, on est allé vers plus de vie que tout à l'heure. La cloche sonne, le rideau se ferme. On est vraiment dans un rituel. À nouveau coup de cloche, à nouveau le rideau s'ouvre, et là il y a une musique un peu envoûtante, cassée, faite de bâtons, de coups de bâton, de crécelles, une cithare endommagée, un violon qui grince. Et là on voit 3 couples qui dansent très lentement. 3 couples qui dansent, ça veut dire qu'il y en a un qui est un mannequin qui danse avec un acteur. Donc cette danse se fait avec dignité, un peu d'anxiété, c'est une mélodie très frêle et très plaintive. Les figures dansent, c'est mercredi, la cloche sonne, les figures s'immobilisent, rideau. Alors je vous le dis très vite, hein, évidemment ça dure le temps de s'imprégner dans l'univers de la musique, dans l'univers de la danse. Ensuite, coup de cloche, jeudi. C'est une scène tout à fait étrange. Il y a une double rangée de personnages les mêmes, hein, mais qui maintenant font face jusqu'au fond. Ils regardent un nouveau venu qui apparaît. Ce nouveau venu a le visage nu. Il est attaché, emprisonné dans une corde très épaisse. Toutes les mains s'approchent de lui, et toutes, très fébrilement, très maladroitement, essayent sans bouger les têtes. Hein. C'est juste les mains qui agissent. C'est juste une forêt de mains qui s'approche de lui et qui, maladroitement, arrive à le délivrer. Lui, il tient la corde, il la ramasse et il la montre à tout le public. Le spectateur la voit, c'est une corde très étrange. La cloche sonne, le rideau est tiré. Donc, ces Vietnamiens ont délivré, visiblement, un prisonnier américain qui était encordé. Vendredi, c'est une scène dans l'obscurité. Une figure oriente une lumière en suspension, dans un sens, dans l'autre. Celui qui a été libéré de la corde est couché sur un lit de camp, sous une couverture. Quelqu'un est assis à côté de lui, d'autres traînent à l'arrière. Tout d'un coup, il y a un lourd de crécelle au lointain, son de crécelle au lointain. Les figures assises se lèvent, les autres s'approchent. Ils regardent longuement celui qui est sur le lit de camp. Ensuite, ils soulèvent la couverture et tirent lentement la couverture sur son visage. Donc cet inconnu qui est arrivé, le lendemain est mort. La cloche sonne. À partir de là, la montée de la guerre, à partir de la mort de cet Américain, la guerre va monter en puissance. En contraste total avec les scènes précédentes qui étaient extrêmement silencieuses, samedi arrive, et samedi laisse entendre des bruits horribles, plaintes métalliques, hurlantes, rugissements de sirènes. On est au cœur de la violence guerrière. La lumière se balance sauvagement dans toutes les directions. Les figures bougent dans une confusion et on sent au sol une sorte de créature soufflante, maladroite, qui s'agite à leurs pieds. Est-ce que c'est le dragon de la guerre? Est-ce que ce sont au contraire des blessés qui sont en train de mourir à leurs pieds? On ne sait pas très bien. La cloche sonne dans le vacarme, la cloche n'arrête pas de sonner, la cloche qui ne sonnait qu'une fois, sonne comme un tocsin. Bruit et mouvement cessent, tout d'un coup, le rideau se ferme. Dimanche est joué en silence. Et là, il y a un coup de cloche très lent qui est répété très lentement. Il y a un temps de méditation générale. Une figure tourne le dos au public, elle a l'air de se lamenter, elle a l'air de prier. Et tout d'un coup, elle se retourne, son visage est couvert de sang. La cloche sonne, l'écriteau tombe sur le sol, dimanche, la semaine est terminée. Alors là, c'est là où on rentre dans le fantastique. La semaine est terminée, pourtant il y a un 8e jour. Et ce 8e jour s'appelle Fire. Et là, une figure qu'on ne voit pas bien, il y a une marionnette toute rouge qui fait tourner une crécelle,
Et il y a deux figures rouges lentement qui recouvrent dans l'obscurité les autres figures sous une vaste étoffe rouge. Donc la couleur rouge qui est apparue avec le sang sur la figure, maintenant s'étend. Et elle s'étend sur tous les personnages qui sont recouverts de cet incendie. Donc on comprend que le village est brûlé. La cloche sonne. Et c'était donc le 8e jour, le jour de la mort. Et enfin, il y a une femme qui arrive, une Vietnamienne, qui est en robe blanche. Avant, tout le spectacle s'était passé en robe noire. Elle est en robe blanche, c'est-à-dire couleur de deuil, couleur de supplicié, couleur de robe de supplicié. Elle se tient debout au centre de la scène. Alors je dois dire à ma grande honte que je ne me souviens pas bien de ce que je viens de vous raconter. Parce que j'ai vu le spectacle, bien sûr, je vous en parle parce que je l'ai vu, mais je ne me souviens que de cette scène-là qui était extraordinaire. Et qui m'a marqué, si vous voulez, qui a laissé un point indélébile dans ma mémoire, alors que le reste, c'est confus pour moi. Alors je suis content de le retrouver, je suis content de voir... Mais voilà. Et pourquoi c'est si fort? C'est parce que cette femme, donc, qui est une sorte de nonne bouddhiste, on ne sait pas très bien, enfin, on ne sait pas, son statut n'est pas clair. Cette femme, tout d'un coup, il y a 3 hommes qui arrivent avec bras nus, mains nues, c'est-à-dire justement, tout d'un coup, ils ne sont pas masqués comme les autres. Ils portent des masques d'occidentaux. Ils l'emprisonnent dans une cage. Ils forment une cage et ils l'emprisonnent. Et cette femme, une fois emprisonnée, va prendre un ruban adhésif rouge et va le tirer lentement et va commencer à s'emprisonner elle-même avec ce ruban rouge. Alors vous voyez, il y a eu cette corde qui a emprisonné l'Américain. Maintenant, c'est l'inverse. C'est un ruban adhésif rouge qu'elle colle contre sa propre robe blanche. Alors ce qui est extraordinaire, et ça je m'en souviendrai toute ma vie, c'est le craquellement du ruban, le dévidement du ruban qui fait un bruit de crépitement de feu. Et on voit quelqu'un s'immoler. Et on sait que ce spectacle est fait en hommage aux Américains qui se sont immolés pour que la guerre ne continue pas. Et donc on assiste théâtralement à une immolation sans passer par les horreurs qu'on verrait au cinéma qui vous montreraient un homme en train de brûler, qui est terrible, mais enfin qui ne fait pas... Là, on a vraiment une sensation, une émotion très forte, parce que justement, il y a une sorte de métaphore du feu, une métaphore de la mort qui passe par une chose très concrète. On est dans l'univers des marionnettes, un objet très concret qui se met à raconter le feu et la mort, et l'emprisonnement. Voilà. Et cette femme s'immobilise peu à peu, et pendant qu'elle fait ça, les 3 hommes qui ont mis la cage reviennent, et là, je n'ai aucun souvenir de ça, ce sont 3 aveugles. 3 aveugles, et donc, d'une certaine manière, là, il y a un message. Nous, Américains, et nous, peuples occidentaux, nous faisons les aveugles, nous ne voulons pas voir la vérité, voilà ce qui est en train de se passer. Voilà. Nous ne voulons pas voir ça. Voilà. Donc on le met dans le spectacle, puisque vous savez qu'au spectacle, le public est censé voir qu'il est aveugle. On voit parce que les acteurs, les personnages au théâtre sont aveugles, et le public est clairvoyant. Et là, on dit au public, vous n'êtes pas peut-être clairvoyant. Et peu à peu, la femme s'immobilise, elle se bouche la bouche avec le ruban adhésif, elle se bouche les oreilles, elle se bouche les yeux, elle s'emprisonne totalement et elle s'effondre contre le grillage. À ce moment-là, l'écriteau sur lequel il y a marqué « fin » tombe, la cloche sonne, c'est le noir, et il y a un noir assez long. Et là, le public est déstabilisé, il ne sait pas s'il doit applaudir, il ne sait pas, il est peu nombreux, d'abord 50, mais il assistait à une telle veillée funèbre, d'une certaine manière, il est plongé dans une telle émotion d'une veillée funèbre. C'est pour ça que c'est comme une prière. Ils ont prié pour les morts de la guerre du Vietnam, les morts que leur pays provoque. Et on ne peut pas applaudir comme un plaisir d'un spectacle réussi, quoi. On voit un très grand spectacle, je crois que c'est un très grand spectacle, même si je ne vois surtout que la dernière scène, mais ce très grand spectacle est encore une fois fait avec des moyens très simples. Vous savez... pourquoi je m'en souviens peut-être, c'est parce que le signe est très fort. Et le signe du ruban adhésif est très très fort. Et vous savez que le mot signe vient du grec séma, c'est-à-dire qui veut dire tombeau. Et donc il y a entre signe et tombeau, il y a quelque chose de très fort. Et on s'aperçoit que ça marche parce que là, il y a le signe du tombeau, il y a le signe de la mort. Et on est marqué parce que c'est imprévu, c'est vraiment de la poésie, c'est inattendu. On ne peut pas attendre qu'un ruban de scotch vous fasse une telle émotion.
Et ça le fait dans la situation où on est, par la lenteur du déroulement de l'objet, par le rituel de la mort et par l'émotion qui succède à toutes ces scènes précédentes, évidemment. On jouerait ça en début de spectacle, ça n'aurait pas la force que ça a en fin de spectacle, bien sûr. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a des liens avec Artaud, même si Peter Schumann est un Artaud, il tient un Artaud, mais un Artaud pacifié, un Artaud non violent, alors qu'Artaud est toujours crispé, toujours angoissé, toujours un peu vitupérant. Mais on peut entendre ce que dit Artaud, et vous verrez que ça correspond, à condition de donner une dose de paix et de silence et de lenteur dans ce qui ne semble pas être dans ce que dit Artaud. Le théâtre, lui aussi, prend des gestes. Je prends ici le geste de l'immolation avec le ruban rouge. Le théâtre, lui aussi, prend des gestes et les pousse à bout. Il retrouve la notion de figure et de symbole type qui agissent comme des coups de silence, des points d'orgue, des arrêts de sang, des appels d'humeur, des poussées inflammatoires d'images dans nos têtes brusquement réveillées. Car il ne peut y avoir théâtre qu'à partir du moment où commence réellement l'impossible et où la poésie qui se passe sur la scène alimente et surchauffe des symboles réalisés. Ces symboles éclatent sous l'aspect d'images incroyables qui donnent droit de cité et d'existence à des actes hostiles par nature et à la vie des sociétés. Voilà. Au-delà du suicide de la Vietnamienne, ce spectacle rend hommage, je vous le rappelle, aux Américains qui s'étaient immolés. Alors je vais vous donner, on terminera peut-être là-dessus, j'avais d'autres choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Je vais vous lire pour terminer ce que dit Nicole Zandt, qui est une très bonne critique de théâtre, qu'hélas on ne lit plus dans le monde, elle a dû prendre sa retraite bien sûr. Nicole Zandt, qui écrivait très très bien, nous donne voilà, comment elle a vu le spectacle, et je trouve que c'est tellement juste que ce n'est pas besoin d'aller plus loin que ça. Fire est dédié à Norman Morrison, Roger Laporte et Alice Hertz, qui se sont immolés pour protester contre l'agression des États-Unis au Vietnam. Après avoir distribué le pain aux spectateurs, une femme a lu, devant le rideau rouge, cette dédicace. La pièce n'a pas de mots. Elle décrit 7 jours dans un village au Vietnam. Un groupe de femmes vietnamiennes bavardent, mangent et boivent, dansent, libèrent un Américain qui vient à elles ligoter et qui meurt parmi elles. Elles subissent une attaque aérienne. Elles sont brûlées par le feu. Parmi les cadavres, 3 Américains installent une cage pour une nonne bouddhiste. Ils la laissent dans la cage et elle se brûle lentement jusqu'à la mort. Le rideau s'ouvre sur un tableau noir et blanc représentant, sur le bruit d'un marmonnement diffus, comme une prière, une communauté d'une vingtaine de personnes dans une attente inquiète, hiératique, pétrifiée. On croirait qu'ils sont plus de 20 sur le plateau, alors qu'ils doivent être 5 en tout. Les masques presque identiques étant fixés sur les murs, ou bien sur des mannequins de taille humaine, qui en mouvement lent s'animent comme s'ils étaient vivants, comme s'il y avait une contagion de la vie sur toute chose, jusqu'à ce que le feu, une pièce de tissu rouge qui recouvrira tout, fasse enfin disparaître ces visages figés, silencieux, qui semblaient un reproche trop vivant. Ce qui fut si remarquable dans ce court spectacle, c'est qu'avec des moyens techniques extrêmement simples, une crécelle, un violon, une ampoule nue, une soupière, quelques masques, Peter Schumann arrive réellement, et sans mots, sans agression terroriste, sur la conscience ou sur les sens, à cerner la guerre et à faire passer de façon éclairante une vision du Vietnam. Et soudain, mieux que les plaidoyers idéologiques, les films de bonne volonté, les images d'enfants napalmés, il nous donne la réalité, entre guillemets, la réalité même de cette guerre. 26 avril 1968. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Peter Schumann. Merci beaucoup.